Ils pensaient pouvoir tuer une nation avec une signature et une barrière fermée. Fin 2023. Une tentative d'assassinat économique a été lancée contre le Burkina Faso. L'ordre ne venait pas d'ici. Il venait des capitales occidentales. Exécutés par des marionnettes côtières convaincus qu'en coupant l'accès à l'océan, ils forceraient Ibrahim Traoré à s'agenouiller. Ils ont claqué les frontières. Ils ont laissé des milliers de conteneurs pourrir dans l'air salé du Bénin et ils ont attendu la faim. La panique, les cris. Mais ils ont oublié une chose que personne ne peut acheter avec des dollars. Comment affamer un homme qui a déjà choisi de mourir debout plutôt que de vivre à genoux? Comment briser un peuple qui a compris que l'aide n'était pas une bouée, mais une laisse? Ce blocus n'était pas un désaccord politique, c'était une guerre sociale. Une guerre des riches contre les pauvres, menée par ceux qui comptent en euros contre ceux qui comptent en sueur. Et les chocs, c'est que la Sahel n'a pas cédé. Au contraire, pendant que certains jouaient les geôliers, Traoré construisait une échelle. Pas un discours, pas une plainte, une architecture, car ce qui s'est passé ensuite n'est pas une réaction, c'est une préparation. Quand l'ennemi croit posséder la porte, le stratège cherche le toit. Et une fois que le toit est ouvert, la porte ne sert plus à rien. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas seulement une crise logistique, c'est un basculement de pouvoir. Et le Bénin commence déjà à comprendre une vérité brutale, ils n'ont pas enfermé le Sahel, ils se sont enfermés eux-mêmes. Le silence au port de Cotonou n'est pas le silence paisible d'un dimanche matin, c'est un silence lourd, chéa et humiliant. Il sent la rouille, il sent l'argent perdu, il sent la honte. Pendant des décennies, ce port était le poumon du Niger, la porte du Sahel, le corridor qui faisait vivre des milliers de familles. Chaque jour, des camions rugissaient vers Ouagadougou, emportant des grains, des machines, des promesses. Aujourd'hui, les grues ressemblent à des squelettes. Les entrepôts, autrefois pleins d'espoir, sont devenus des chambres d'écho où résonne un seul mot: regret. Pourquoi le Bénin regrette-t-il son mouvement contre Ibrahim Traoré? Parce qu'ils ont voulu piéger leurs frères et ils se sont retrouvés enfermés dans le piège. Les élites de Cotonou et d'Abidjan ont fait un pari, pas avec leur propre vie, avec celle de leur peuple. Ils ont suivi les ordres de Paris et Washington en croyant à un mensonge simple: le Sahel est un prisonnier sans choix. Un territoire enclavé qui finira par supplier pour un sac de riz. Ils ont transformé la géographie en arme. Ils ont serré un garrot économique, persuadés que c'était une rue à sens unique. Mais il existe une loi que même les consultants occidentaux ne peuvent effacer si vous coupez trop longtemps la circulation. Le corps trouve un détour où la partie coupée meurt. Et cette fois, ce n'est pas le Sahel qui a faibli. Ce sont les économies des alliés côtiers. Pranes Kofi, 52 ans, père de 4 enfants, 2 petits camions achetés après 30 ans de sueur. Il n'était pas un politicien, il croyait simplement à l'unité africaine. Quand le blocus a été annoncé, on lui a parlé de démocratie, mais la démocratie ne nourrit pas une famille quand vos camions pourrissent derrière une barrière fermée. Et Kofi n'est pas une exception. Il est le visage de la dégât collatérale d'une stratégie étrangère. Ce qui s'est passé ensuite n'a rien d'un accident. C'est la logique froide d'un système qui sacrifie les faibles pour protéger les puissants. Le blocus de 2024 n'a pas seulement immobilisé des conteneurs, il a brisé des vies. Il a détruit une économie populaire entière, restaurants de route, ateliers de mécanique, réparateurs de pneus, petits commerçants, tous ceux qui vivaient du corridor vers le nord. Et pendant que ces familles s'effondraient, les vrais architectes du plan, ceux des capitales occidentales, rentraient tranquillement chez eux. Ils n'avaient rien à perdre. Le Bénin, l'OI, avait tout misé. C'est pour cela que ce blocus restera comme une leçon historique. Un suicide économique déguisé en position morale. Ils ont cru que Traoré tomberait en quelques semaines. Ils ont cru que le Burkina Faso n'avait pas le choix. Ils ont cru que la souveraineté se négocie comme un contrat de transport, mais Traoré n'a pas paniqué. Il n'a pas supplié. Il a regardé la carte comme un général regarde un champ de bataille. Et là, la guerre a changé de forme. Car pendant que les grues de Cotonou se figeaient, pendant que les entrepôts d'Abidjan prenaient la poussière, les mines de Ouagadougou continuaient à tourner.
Le Sahel n'a pas trouvé un autre port, il a trouvé quelque chose de plus dangereux pour l'ancien système, il a trouvé sa dignité. Et dès l'instant où une nation comprend qu'elle peut survivre sans la laisse, le maître perd son pouvoir. C'est là que la Côte d'Ivoire a fait la même erreur que le Bénin, l'arrogance de croire que trop gros pour échouer signifie impossible à remplacer. Mais la logistique ne connaît pas la fierté. Elle connaît une seule loi, la fiabilité. Une route instable devient une route morte. Et voici la tragédie que personne ne dit à haute voix quand un flux commercial se déplace. Il revient rarement. Les anciennes routes se couvrent de mauvaises herbes, les anciennes alliances se couvrent de méfiance. Le Bénin n'a pas perdu quelques mois de revenus, il risque d'avoir perdu 50 ans de croissance. Parce qu'en choisissant l'ordre colonial, il a choisi le passé. Et le Sahel, l'OI, a choisi l'avenir. Pendant que Cotonou et Abidjan s'enfermaient dans leur propre piège, un autre son a commencé à secouer la côte atlantique. Ce n'était pas le bruit du vide, c'était le rugissement du mouvement. À quelques centaines de kilomètres, au Togo, les moteurs tournaient, les machines claquaient, les conteneurs avançaient. Et c'est ici que le plan occidental a subi son humiliation la plus violente. Ils avaient prévu une côte disciplinée, alignée, obéissante. Ils ont obtenu une faille, une brèche, une porte ouverte. Le leadership de Lomé a pris une décision qui restera dans les mémoires, une décision qui n'était pas émotionnelle, pas un geste de rébellion, une stratégie. Sous une politique de neutralité active et de diplomatie pragmatique, le Togo a refusé de devenir l'exécuteur du Sahel. Il n'avait pas besoin d'aimer un coup d'État pour comprendre une vérité plus profonde. On ne résout pas un problème politique en affamant des millions d'innocents. Le message était clair, le port de Lomé reste ouvert. Et ce n'était pas seulement du commerce. C'était une vision, un continent où l'Afrique cesse d'attendre un feu vert à 10 000 kilomètres. Un continent où la souveraineté ne se mendie plus. Imaginez la scène dans les bureaux feutrés de Paris et dans les couloirs du département d'État à Washington. Ils regardent les images satellites. Ils s'attendent à voir un désert. Ils voient un fleuve d'acier. Le port de Lomé n'est pas un port comme les autres. C'est le seul port en eau profonde capable d'accueillir les méga-navires de nouvelle génération. Pendant que le Bénin se coupait lui-même un membre pour plaire à des maîtres étrangers, le Togo se positionnait comme le nouveau poumon du Sahel et Traoré, encore une fois, n'a pas réagi. Il a navigué, ce n'est pas une improvisation, c'est une accumulation. Il savait que l'arme principale de l'Occident était l'isolement. Alors il a trouvé un partenaire prêt à briser l'isolement. Ce moment marque un basculement. Le pouvoir ne vient plus de la côte tournée vers l'Europe. Le pouvoir vient du cœur du continent, tourné vers lui-même. Les chiffres ne mentent pas. Ils racontent une histoire que personne à Paris ou à Washington ne veut entendre. D'ici 2024. En regardant vers 2026. Le trafic sur le corridor Lomé-Ouagadougou a explosé, près de 300% de hausse. Ce n'est pas une amélioration, c'est une redirection. Un transfert massif de richesses, de confiance et d'influence. Les géants du transport maritime, des noms comme Maersk ou MSC, ne se souciant pas des émotions coloniales. Ils se soucient d'une seule chose, sécurité. Efficacité, stabilité. Quand ils ont vu que le Bénin devenait un environnement hostile et volatile, ils n'ont pas protesté. Ils ont pivoté. Ils ont tourné leur navire vers le Togo. Et ce simple mouvement a déclenché une cascade de conséquences. Chaque conteneur qui passe par Lomé au lieu de Cotonou, ce n'est pas seulement un conteneur, est un vote contre la servitude, un vote contre les chaînes invisibles, un vote contre l'idée que l'Afrique doit rester dépendante des caprices d'un ancien maître, et là où l'Occident croyait étouffer le Sahel, il a produit l'effet inverse, il a accéléré une innovation que le temps aurait mis des décennies à créer. Car l'AES a compris quelque chose d'essentiel si ta survie dépend d'un seul couloir. Tu n'es pas un État, tu es un otage. Alors ils ont changé le jeu, et pour comprendre la profondeur de ce changement, il faut regarder là où la plupart des gens ne regardent jamais dans le papier. Dans les lois, dans les accords, Traoré et son équipe ont posé une question qui terrifie l'ancien système, qui a décidé que l'océan devait rester au bord de la côte. C'est ici que naît le dry port, une révolution silencieuse,
Les terminaux intérieurs de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ne sont plus de simples parkings poussiéreux, ils ont été désignés légalement comme des extensions du port de Lomé. C'est une idée simple, et pourtant elle détruit tout, car un conteneur arrivé au Togo n'est plus capturé par les anciens pièges bureaucratiques, il est scellé électroniquement. Il reste en transit. Et la véritable entrée douanière n'a lieu qu'au cœur du Burkina Faso. Résultat, le pouvoir quitte la côte, le pouvoir revient au centre. Dans l'ancien système, importer un conteneur au Sahel ressemblait à une marche dans une vallée de prédateurs. Chaque poste de contrôle était une bouche ouverte. Chaque tampon, une taxe invisible, chaque retard. Une saignée, un camion pouvait rester 10-15 jours immobile sous le soleil. Pendant qu'un fonctionnaire inventait un problème pour justifier un pot de vin, ce n'était pas un accident. C'était une architecture d'extorsion, et cette architecture avait un but: garder le prix du pain haut, garder les poches du peuple vides, et garder le Sahel dépendant. Mais Traoré a retourné le mécanisme, il n'a pas seulement trouvé une nouvelle route, il a créé une nouvelle réalité juridique, aujourd'hui. Un conteneur qui arrive au Togo est traité comme s'il n'avait pas encore touché un pays. Il est scellé, traçable, intouchable. Il traverse la frontière comme si la frontière n'existait pas. Et la vérité, c'est que cette vitesse n'est pas un luxe. Sous blocus, la vitesse devient une question de survie avant 2 semaines pour atteindre Ouagadougou. Aujourd'hui, parfois 3 jours, 3 jours. Pensez à ce que cela signifie pour la grand-mère qui attend ses médicaments, pour l'agriculteur qui attend son carburant, pour l'hôpital qui attend ses équipements. Quand le système ancien ralentissait le Sahel, il ne ralentissait pas des marchandises, il ralentissait des vies, et voici la conséquence la plus dangereuse pour l'ordre colonial: les taxes. Les droits, les revenus ne sont plus siphonnés sur la côte. Ils sont collectés à Ouagadougou. L'argent reste au pays. Il entre dans le trésor national. Il sert à financer l'armée. Stabiliser l'économie, construire, ce n'est pas une indépendance symbolique. C'est une indépendance comptable. Et plus encore, le dry port transforme le Burkina Faso. 2 victimes enclavées, il devient une plaque tournante. Les biens arrivent, sont traités, puis redistribués vers le Mali et le Niger. Le Sahel cesse d'être le bout du monde. Il devient le centre. Mais soyons honnêtes, changer le papier n'est que la moitié de la guerre. Parce que le Sahel n'est pas attaqué seulement par des sanctions, il est attaqué par le danger. Et la route vers Ouagadougou traverse l'une des zones les plus contestées de la planète. Les ennemis du Sahel le savent, les insurgés le savent. Les stratèges occidentaux le savent. Si tu coupes la route, tu coupes la nation. Chaque camion de grains, chaque citerne de carburant, chaque caisse de médicaments, tout devient une cible. Et c'est ici que Traoré a fait ce que beaucoup n'osaient même pas imaginer. Il a militarisé la logistique, pas par brutalité, par nécessité, parce qu'une souveraineté qui ne peut pas nourrir son peuple n'est pas une souveraineté. C'est une illusion. De cette nécessité est né quelque chose qui a capturé l'imagination du continent: le serpent de fer. L'Iron Snake, vu du ciel, c'est un choc. Une colonne unique. Massive, parfois longue de 10 à 15 km. 500, 600 camions, avançant comme un organisme blindé dans la poussière rouge, ce n'est pas un convoi. C'est une forteresse roulante. Et c'est là que l'ancien récit occidental s'effondre. L'Afrique ne sait pas s'organiser. L'Afrique ne sait pas gérer la complexité. L'Afrique a besoin de nos experts. Le serpent de fer est 100% africain. Une discipline imposée à un territoire que l'on disait ingérable. Rencontré Amadou, 48 ans, 25 ans sur les routes entre la côte et l'intérieur. Il a connu l'ancien monde, les bandits, les spots des vignes, les humiliations, avant. Il roulait seul, avec une prière comme protection. Aujourd'hui, il roule dans la colonne. Il n'a pas de gilet pare-balles, mais il a la protection de l'État. Et il sait une chose, il n'est plus seulement un chauffeur. Il est un soldat de l'indépendance économique. Le convoi est organisé comme un groupe de combat. Les cargaisons les plus vulnérables, carburants, médicaments, sont placés au centre. Protégés par la masse des camions de céréales et de conteneurs, sur les flancs, les unités d'intervention rapide, l'Ebbir,
en coordination avec les forces togolaises côté sud, et surtout, les yeux ne sont plus seulement sur la route. Ils sont dans le ciel. Drones de surveillance, détection avant l'embuscade, neutralisation avant la fumée. Chaque sac de riz qui arrive à Ouagadougou a été surveillé par un drone africain et protégé par un soldat africain. Ce que Paris et Washington pensaient être une opération chirurgicale s'est transformé en une amputation accidentelle de leurs propres alliés. Ils voulaient étouffer le Sahel. Ils ont créé un axe, ils voulaient isoler le Burkina Faso, ils ont accéléré l'unité. Et maintenant, le Bénin regarde le serpent de fer passer. La richesse circulait ailleurs. Et il comprend trop tard la vérité la plus brutale de la géopolitique, le pouvoir n'appartient pas à celui qui tient la porte, il appartient à celui qui gagne la confiance du voyageur. Le Sahel, qu'on appelait prisonnier enclavé, est en train de devenir un centre, une plaque tournante. Un système nerveux économique reliant l'océan aux terres riches du Mali et du Niger. La prison géographique n'avait pas de toit. Ils ont levé les yeux, ils ont vu le ciel, et ils ont commencé à grimper. Alors pourquoi le Bénin regrette-t-il aujourd'hui? Parce qu'ils ont choisi le passé, ils ont choisi l'obéissance, ils ont choisi d'être le gardien d'un ordre colonial qui ne les respectera jamais, et pendant ce temps, le Sahel a choisi le futur partenariat au lieu de punition, innovation au lieu de mendicité, discipline au lieu de panique. La route vers le Togo n'est plus seulement une route, c'est un symbole. Un symbole qui dit à toute l'Afrique, la dépendance n'est pas une fatalité. Elle n'est qu'un arrangement jusqu'au jour où quelqu'un le brise. Et quelque part, ce soir, sur une route sombre entre la frontière et Ouagadougou, une colonne avance. Les phares coupent la poussière. Les drones veillent. Les chauffeurs serrent le volant. Ils ne transportent pas seulement du carburant ou de la farine. Ils transportent le souffle d'une nation qui a refusé de mourir. Si cette histoire vous parle, ne restez pas silencieux. Partagez-la. Discutez-la. Et dites-le clairement quand une chaîne se brise, elle ne se recolle jamais.